Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique du cinéma militant. Dans ces personnages, beaucoup se sont reconnus à travers des symboles, des histoires et des personnages. Et là, justement, en termes de symboles et de personnages, il transcende l'histoire des luttes noires et panafricaines dans le même temps, des luttes décoloniales et aujourd'hui néocoloniales. Il nous apporte en fait de la matière pour pouvoir parler de Frantz Fanon. Frantz Fanon, que beaucoup connaissent simplement pour ce qu'il a été sur le plan de son engagement politique, mais que peu d'hommes reconnaissent sur le plan de l'humain qu'il a été. Et on pourrait se demander, Jean-Claude Barny, qu'est-ce qui vous a inspiré? Mais avant ça, comment est-ce que vous vous présenteriez? Bonjour, déjà je vous remercie de m'avoir invité. On sait que c'est facile de passer d'entre vos mains, mais en tout cas on va essayer. Ce qui m'a inspiré, c'est qu'à un moment, d'une façon, je veux dire, presque inconsciente, je me suis senti totalement en marge d'une certaine société et que je voyais pratiquement tous mes amis avoir une culture à la fois littéraire, cinématographique ou musicale. Et je me suis dit que ma culture antillaise n'était pas du tout représentative de ce que je voyais à la télé ou dans les médias. Et je pense que le cinéma est venu pour moi comme une sorte de porte à rentrer en infraction. Et je me dis, voilà, si jamais j'ai la possibilité plus tard, c'est de construire une bibliothèque filmique pour qu'on puisse voir ce que nous sommes, qui on est et quelles sont nos ambitions. Alors que j'explique, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude Barny. Jean-Claude Barny, c'est un réalisateur. Entre autres, pour certains, inconnus, c'est Negmaro. Vous n'avez plus à voir comme personnages principaux Admiralty ou Didier Dailly. Ensuite, on a eu Le Gang des Antillais, un film où la cinématographie était différente, des images différentes, une histoire vraie d'un braqueur antillais dans les années 70. Et aujourd'hui, justement, on reçoit Jean-Claude Barny pour Fanon. Fanon, comme tu l'as dit, Tia, qui est une figure emblématique. Et merci déjà pour cette œuvre. Oui, comme ça, oui. Tu vois, rentrer par effraction dans l'espace du cinéma, comme rentrer par effraction dans l'espace, en fait, de la République, où on se demande quelquefois si les territoires et départements dits d'outre-mer font partie et participent de la même République, avec tout ce que ça implique. Frantz Fanon, justement, c'est un gros tabou, quelquefois. On a du mal à le catégoriser, on ne sait pas trop comment se le représenter. Et comment est-ce que ce qui nous a légué continue encore aujourd'hui d'être utilisé pour analyser les luttes dans lesquelles nous sommes. C'est Frantz Fanon dont on dit qu'il a inspiré les Black Panthers. C'est Frantz Fanon dont on sait qu'il était psychiatre à l'hôpital de Blida en Algérie. C'est le même Frantz Fanon qui était en fait un résistant. Donc qui, aux côtés d'autres tels que le général de Gaulle, ont été ceux qui ont libéré la France. Le même Frantz Fanon qui parlera donc de ce qu'aujourd'hui on appelle le Sud global comme d'un grand espace qu'il faut émanciper. Et ces damnés de la Terre aujourd'hui, quelquefois sont empêchés d'avoir accès à cette information, à cette donnée. Et par ce film, moi je trouve qu'il nous est donné de voir une bibliothèque en mouvement, un récit d'oralité qui nous raconte qui nous sommes au travers des yeux du réalisateur que vous êtes, mais pour cette histoire qui est une histoire qui va au-delà de l'homme, qui est une histoire de l'humanité. Tout à fait. La trame d'aujourd'hui, on va me poser des questions. Je vais te tutoyer. Jean-Claude Barny, si tu permets, tutoie-moi, tutoie-nous, pour que ce soit beaucoup de ça. Si vous voulez. Oui. Donc, on va faire en miroir avec la vie de Frantz Fanon. D'accord? Sa naissance, il est né en Martinique, à Fort-de-France. Il est né dans une société coloniale où la question raciale, bien sûr, était présente. Donc, toi, tu es né en Guadeloupe. Ma question, c'est quel est ton rapport avec ton territoire d'origine? Alors, je pense que c'est, je pourrais dire deux mots, nostalgie et lutte. C'est un territoire qui est constamment en lutte, de par sa situation politique, économique et sociale, et puis géographique.
Évidemment, je pense que c'est un territoire que la France occupe pour garder sa maîtrise du département des Outre-mer. Ensuite, nostalgie parce que nous sommes d'abord dans une culture qui est encore, mais qui a été très forte et où on a sans cesse voulu l'effacer. C'est-à-dire que pour moi, les Caraïbes, et j'englobe les Caraïbes, hein, Guadeloupe, Martinique, et tout ce qui est autour, c'est vraiment pour moi une source de réflexion et de combat. Je ne pourrais pas m'imprégner aujourd'hui de ce que je suis sans cesse mettre et tu as dit très bien, en mouvement du futur de ce qu'est mon territoire. D'accord. Et est-ce que tu as grandi dans un environnement justement où tu étais conscient de la hiérarchie raciale? Parce que pour autant vouloir porter des messages à travers tes œuvres, est-ce que tu as conscientisé cette hiérarchie raciale? Sachant qu'on parle de Béquet, Oui. nous autant aujourd'hui que d'indépendantisme. Mm. Comment est-ce que toi, ta conscience militante entre les deux, c'est fou. Oui, non, le schéma sociologique des Antilles est très fort, hein. C'est vraiment c'est une caste, hein. D'un côté, tu as à peu près 80% détenus par la jeune Béquet, je parle de la richesse, et puis de l'autre côté, les Antillais. Mais je pense que ça, c'est aussi un grand masque, parce que la réalité, c'est aussi ce que permet la France. Que le territoire soit divisé et que que le pouvoir est maintenu par une seule caste, on le sait. Mais cette fréquence, elle est acceptée par un système étatique. Là, ça devient c'est un continuum, quoi. Donc, on sait que tant que l'État accepte ça, il n'y aura pas de changement. Et moi, si tu me demandes comment j'ai vécu et comment je me suis identifié, je pense que c'est plutôt le claque racial que ma mère a vécu qui m'ont révolté. Les miennes, on est adolescents, on est aux Antilles, on rentre en banlieue parisienne, on a le claque racial que tous nos copains ont. Mais ce qui peut te faire plus de mal quand tu as 12-14 ans, c'est le parcours de tes parents. Et c'est ça qui forme une génération. C'est comment tes parents essaient de s'intégrer. Et je parle pas je parle absolument pas de s'assimiler, je parle d'intégration. Et c'est là où il entre l'intégration et l'humiliation. C'est que tes parents, ils veulent qu'ils s'assimilent et tes parents veulent s'intégrer. Donc, ils sont réfractaires à l'assimilation. Et donc, Pour toi, la différence. ben, la grande différence, elle est claire, c'est que tu as un système étatique qui demande une assimilation pour mieux contrôler et faire avancer une société pour ne pas avoir de divergence. C'est l'assimilation. On te demande de faire corps dans un corps républicain. Tu oublies ta culture et tu es simplement ce qu'on te demande. Mais pour ça, c'est transformer l'humain en bras de travail. Aliénation et assimilation. Et ça déclenche, et l'assimilation déclenche l'aliénation. C'est ça qui fait penser à Fanon. Ouais, exactement. Ça veut dire que 1925, il est né sur un territoire qui souffre encore Oui, pratiquement de ce qui est le legs du travail forcé. oui, on est très peu de temps après l'esclavage. C'est-à-dire que très vite, on est. En fait, pour se représenter, c'est comme quand on arrive à l'an 2000, la distance qui sépare l'indépendance des pays d'Afrique à l'année 2000, c'est presque, en gros, à maintenant, entre les indépendances et maintenant, c'est presque la période entre fin de l'esclavage et le moment où ses parents, en tout cas, pouvaient se mouvoir. Donc, on se dit que lui a vu des personnes des grands-parents, des voisins, des choses comme ça, qui ont connu pratiquement ce système d'extorsion des forces où les humains étaient transformés en bras simplement pour travailler. Et pour toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui encore, on peut retrouver ce même schéma. Je dirais, après, sans rentrer dans un fantasme, parce qu'il y en a beaucoup sur ce genre de thématique, c'est que pour moi, nous sommes sur trois axes fondamentaux dans lesquels nous, entiers, on est. Le premier axe, c'est l'esclavage. Le second, c'est la colonisation. Et le troisième, c'est la discrimination. Et ces trois actes-là forment des générations. C'est le Fanon, c'est esclavage, colonisation. La mienne, c'est colonisation, discrimination. Et celle de nos enfants, c'est discrimination et on va construire. Enfin, on verra ce qu'on va. Voilà. Donc, on se imbrique par génération dans une des trois. Voilà. Moi, je suis au milieu. Et forcément, je regarde derrière et je dis, OK, très bien, j'ai encore une histoire qu'on me raconte sur les post-esclavagistes. J'en prends conscience, mais je ne la vis pas dans ma chair. Ce que je vis dans ma chair, c'est la colonisation, qui est très encore présente pour moi. Tu vois. Et après, je sors de la colonisation pour entrer dans la départementalisation, donc dans la discrimination. C'est quand on parlait du Bémidum tout à l'heure, c'est que quand tu rentres dans le Bémidum, tu pars avec une page blanche et tu rentres de plein fouet dans la discrimination. Ça, c'est nous, c'est notre génération. Soit
ben, on se positionne comme des gens comme Fanon, on rentre en révolte, et donc on refuse l'assimilation, et ça crée, comme tu as dit, une sorte d'aliénation, parce que quand tu luttes contre un système qui est complètement préparé, oui, qui est préparé à toutes les contre-luttes, ben, elle a le temps pour elle, elle a le pouvoir et le temps. Toi, tu vas rentrer contre les murs, tu vas te battre, tu vas crier, tu vas te révolter, tu vas manifester, tu vas peut-être prendre, alors je mets des guillemets parce qu'il faut qu'on les armes. Mais il y a plusieurs sortes d'armes de Airprac avec ses mobilisations, avec ses messages. Ce ne sont pas des armes sur le plan militaire. Ouais, c'est des luttes. C'est des luttes, Estion. Et là, on voit un Frantz Fanon qui a été élève, lui, de Césaire, qui a eu un retour au pays natal. Mais c'est le même Césaire qui, justement, va être porteur de la négritude. Toi, quel est ton rapport, finalement, avec cette question identitaire que Césaire a fortement portée et qu'on a l'impression que Fanon aborde différemment, un peu moins. Alors, je t'avoue que je ne suis pas de ce courant-là pour des raisons, je peux dire, purement intellectuelles, parce que je pense que, comme tu l'as dit au début, on est dans des courants différents. Je pense que, fatalement, nous, en tant on va dire, être de combat, de sensibilisation, on choisit un peu nos forces qui nous appellent. Tout à l'heure, on m'a fait choisir entre deux tableaux. C'est parce que, très clairement, on a des sensibilités différentes sur tous nos personnages, heureusement. Alors souvent, on est dans une démarche, alors je mets des guillemets, plutôt Malcolm X, on est parfois dans une démarche plutôt contre Darmas, Césaire et la négritude. Donc on choisit un peu par sa sensibilité qui nous parle le plus, quoi. Et c'est vrai que quand on compare, et c'est vrai, on le fait souvent, Césaire ou Fanon, bah moi je dis que c'est vrai que par rapport à ma personnalité, par rapport à mes envies, par rapport à mes engagements, je me sens plus dans quelqu'un qui est dans l'action. Je ne dis pas que Césaire n'est pas dans l'action, mais c'est vrai que j'ai besoin de marquer l'action pour me sentir pleinement dans mon mouvement de conscientisation. Mais ça se voit. Oui, oui, ça se voit. Alors, Ça se voit, parce que quand tu fais, par exemple, ton premier court-métrage, Putain de porte, c'est le titre, c'est pas moi. Du coup, on voit que c'est quelque chose d'agité. Il y a deux groupes, donc à côté banlieusard et à côté une classe un peu plus aisée, avec justement des acteurs qui aujourd'hui l'autorité n'a plus à faire. Et donc on voit quand même c'est un mouvement, une confrontation. D'ailleurs, à rappeler que tu as été directeur artistique du film La Haine de Bar ton amitié avec Mathieu Kassovitch. Et donc, donc La Haine, tu as arrêté le casting. Par la suite, tu as fait Neg Marron. Neg Marron, pareil, ce sont deux garçons du côté de la classe sociale le plus ghetto. Et donc, c'est hyper agressif. On ne va pas raconter, je vous invite à le regarder. Mais du coup, c'est agressif. C'est vraiment dans l'action, justement. On voit qu'ils se défendent. Il y a deux amis, en tout cas, et deux façons différentes de faire, mais tout est beaucoup dans la violence et l'agressivité, et jamais on subit, ou en tout cas, on essaye. C'est la révolte, ouais. Voilà. Ensuite, il y a le Gang des Antillais. Gang des Antillais, c'est un groupe de braqueurs. En fait, c'est un braquage, mais comme il y en a un, il s'appelle politique. Justement, c'est un acte limite politique de braquer. Donc, c'est ta façon, effectivement, on voit encore que tu es dans l'action. Moi, je ne vais pas m'asseoir et on ne va pas me purger d'eau et je ne vais pas te demander. Mais on est là, on essaie de trouver. Et pour finir, tu prends le personnage Fanon. Et Fanon, on sait que c'est le peau noire sur masque blanc. Quand on prend le temps de le lire, et même s'il faut lire 3-4 fois pour comprendre les subtilités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'était un psychiatre, eh bien, on sait que c'est une personne il faut avoir du courage à cette époque-là d'écouter ce genre de termes et de jugements et que ce soit clair. Tout dans ce qu'il fait est révolution, tout dans ce qu'il fait est politique. Ouais. Donc, à travers tes œuvres, on voit clairement que tu es plus Malcolm X, enfin, tu es plus Fanon que Césaire. Et Alison, par rapport à ce que tu dis, tu m'as évoqué quelque chose, et je vais prendre en miroir. Les 17 ans de Frantz Fanon, il est même moins de 17 ans quand il s'engage. Sur la Seconde Guerre mondiale, oui. Il part faire la libération de Paris. Et ils se sont tellement engagés. Hein, Et tu te rends compte du parcours que ce soit Putain de porte, que ce soit La Haine, que ce soit Neg Marron, le Gang des Antillais. Et en fait, Fanon, on a la progression, même semble-t-il que Fanon a pu avoir dans sa manière de penser. Il naît dans une société où il y a une forte violence ambiante, ou que ce soit les forces de l'ordre qu'on a en face, ou que ce soit la manière dont la transmission se fait en criant quelquefois, en étant un peu brutalement érotique, quel qu'il dit aussi des fois, eh bien, on a des mécanismes de décharge psychique que lui, il dit en fait qui correspondent au tambour, le boka, pour justement canaliser cette violence qui est ambiante. Et dans Putain de porte,
cette énergie des jeunes, dits banlieusards, en fait, semble être le corollaire et l'écho de cette violence qui agitait alors les territoires sur lesquels Fanon grandit. Et puis, on voit que cette violence se structure. Et c'est ce qui fait de Fanon le théoricien. Et ça me rappelle un passage de Haute Goussard sur nos plateaux, où elle disait qu'en regardant les jeunes en Martinique sortir et rentrer, peut-être dealer, pourquoi pas, ça lui évoquait à elle et Negma, qui pouvaient passer de la plantation à leur quilombo, à leur espace où ils recherchaient leur libération, leur liberté. Et c'est ce qui fait ensuite que ces pseudo-familles reformées par des liens forts entre frères, amis, sœurs, dans des gangs, qui quelquefois en fait sont là pour protéger et produire une autre identité. C'est cette autre identité que Fanon en fait ne théorise pas jusqu'à ce point, mais c'est ce qui fait que les Black Panthers s'inspirent de Frantz Fanon et avec des armes et le fait de prendre soin de leur communauté structure un monde à l'écart de nos violences, mais parce qu'ils assument eux-mêmes cette violence et la transforment. Justement, oui. Alors, je vais réagir sur... ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on pense que la violence vient de ceux qui n'ont pas de culture ni d'intellect. Au contraire, je pense qu'une fois que tu as théorisé l'endroit où tu vis et que ton intellect est prêt, tu passes à des formes subversives. Elles sont multiples. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être aussi culturelles, elles peuvent être aussi littéraires, musicales, elles peuvent être artistiques. Voilà. Toutes les formes d'armes, enfin d'actions subversives amènent à une rébellion. Et quand tu arrives au point suprême, évidemment, c'est la violence physique. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça, personne ne peut le contredire, parce qu'on voit bien ce qui se passe dans le monde, quand tu rentres dans une démarche où on t'amène au butisme, on t'amène contre le mur, on te plaque contre le mur, c'est terminé. Tu n'as que le choix de répondre. Et Fanon, lui, a accepté cette violence-là. Mais il n'a pas accepté comme lui, provoquant, il a accepté comme défense. Tu te défends par la violence de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous, on nous a lié les mains. On nous a lié les mains pour pas qu'on puisse se défendre. Donc la violence, elle n'est pas chez nous. Nous, on fait que se défendre des attaques qu'on nous fait. Mais avant d'arriver à Fanon, il y avait des pare-feux. César, c'est un pare-feu. Un comique, c'est un pare-feu. Et quand ces pare-feux explosent, il reste ceux qui sont derrière qui n'ont pas du tout la même méthode. Si on arrive à Fanon, et on arrive à des gens comme Malcolm X, c'est que tous les autres ont échoué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'allais te demander, en continuant la trame, puisque Fanon, c'est lorsqu'il s'est engagé à la guerre mondiale, et c'est là qu'il a eu la désillusion et qu'il a l'expérience fondatrice de sa révolte. J'allais te demander, toi, quelle était la tienne, mais tu as dit que c'est de par l'expérience. Ça t'a été transmis par ta mère. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, je pense que, avec toute franchise, hein, je pense que, de par mon expérience, de par ce que je vois aujourd'hui, je sens que je bénis chaque fois mes parents, mes oncles, ma mère, d'avoir su insuffler en moi quelque chose de solide dans mon intellect. C'est-à-dire que je suis né avec des parents extrêmement militants. Et quand tu es né dans une famille où le militantisme fait partie de l'ADN, tu es construit avec des fondamentaux, avec des pilotis. Tu ne t'instruis pas par rapport les informations que tu glanes à droite à gauche. Il y a quelque chose de socle qui te nourrit et qui naturellement te pénètre. Et aujourd'hui, si je peux me permettre, il y a aussi un militantisme, je ne dis pas d'opéra, mais de médias. Et ceci est très fragile. Parce qu'à un moment où tu peux faire une déclaration très consciente, à un endroit où on te le demande de le faire, et tu rassures l'Assemblée par ta position de militant, mais en tournant le dos, ta nourriture va être différente et tu vas te mettre à collaborer avec les gens que tu décris. Tu as un exemple pour que ce soit plus clair? Il y en a certainement. Des détails, je tiens à le rappeler. C'est ici qu'on enterre tout ce qui ne se dit pas ailleurs. C'est ici qu'on décide en fait d'en faire un lieu commun pour que ça soit dehors, sur la place du village et qu'on en parle. Tout à fait. Un exemple. Alors, puisqu'on est dans les funérailles des tabous, mais je pense que non, mais en fait compte, c'est aussi tout le sens de mon travail. Oui, c'est ça, c'est m'interroger sur ce que je produis, ce que je vois et ce que les autres produisent. On s'interroge, certainement, on n'est pas naïf, on voit, je vois. Et quand je vois et que l'histoire se répète, je me dis, est-ce que nous sommes obligés, à chaque décennie, de reproduire des choses qui ne sont que la caricature de ce qu'on veut qu'on soit, mais à chaque fois, on change le personnage principal, mais c'est toujours le même qui tient
le magnétisme. Et je me dis, mais à quel moment on ne voit pas qu'on est dans une surreprésentation de la reproduction de ce qu'on on essaie de faire croire de nous. Et quand tu me demandes, est-ce que j'ai des exemples? Oui, évidemment, le cinéma français en est, je veux dire, c'est le plus parfait des exemples. Et le genre le plus représentatif, c'est la comédie. Je veux dire, tu prends n'importe quel film de comédie et tu mets un noir dedans, tu vas me dire, trouve-moi un film sérieux. Non, non, mais je dis, trouve-moi un film sérieux où la comédie est une vraie comédie qui n'affiche pas le rôle du noir. Alors, je pensais que tu allais dire si on trouvait des acteurs noirs dans un film sérieux en rôle principal, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que dans un film de comédie où un acteur noir ne joue pas de façon comique le rôle d'un noir. Il caricature. Et caricatural, tout à fait. C'est ça qui est drôle. Parce que le film en soi, on a le droit de faire des genres de comédie. D'accord. Mais si, par exemple, tu prends les films d'Eddie Murphy, Oui. il joue le rôle d'un personnage fantasque, mais à aucun moment, il n'y a aucun noir aux États-Unis qui va lui dire, mais attends, mais arrête de nous faire du mal. Il est parfaitement dans ce rôle d'Eddie Murphy, mais il n'est pas dans le rôle du noir. Il est dans le rôle d'un personnage qui joue un flic fantasme. Et lui, en tant que personne culture, il attrape tout ce qu'il a dans sa culture. La musique afro, la dégaine, il en fait un personnage. Mais c'est parce que c'est sa culture qui est en lui. C'est pas une caricature de sa culture. Bah, quand on vient le flic de Beverly Hills, il vient du Bronx, Oui, c'est sa culture. et on le met on sort le flic du Bronx pour le mettre à Beverly Hills. Mais il ne se moque pas des gens du Bronx noir. Il ne se moque pas des gens du Bronx afro. Et si tu prends la même chose, on va au ski, on joue avec tous les relents, tous les pièges dans lesquels le noir découvre la neige. Moi, j'ai des copains à moi, mais même si c'est pas drôle, qui étaient des affreux qui skiaient super bien, quoi. En fait, comme c'est balancement, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais dans une balance et tu choisis de la faire descendre dans le curseur le plus Bas, le plus vil. Mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que c'est produit par des non noirs? Parce que on a tous grandi avec Go, on a tous connu au moins un temps une génération Black Poussière. C'était aussi des noirs qui jouaient des stéréotypes typiquement en fait africains. Mais est-ce que ça te dérange moins, ce genre de... Enfin, ce qui me dérange, c'est de ne pas évoluer. Je veux dire qu'on peut partir d'un endroit, parce qu'on a le droit de partir d'un endroit, mais c'est de suivre l'évolution de notre société. Et c'est pas de la suivre en descendant, c'est de la suivre en grandissant, en apportant de la maturité. Et pour moi, je veux dire que je ne peux rien reprocher à personne parce que chacun fait ce qu'il veut, mais après, on est factuellement responsable de ce qu'on offre au public. Et ce qui me dérange, c'est que c'est le public qui reçoit ça. Après, tu dis, mais quel public le reçoit? Parce qu'il y a des publics qui ne sont pas comptables de ce que tu fais. Et après, il y en a qui ont besoin de ça pour affirmer, continuer leur satisfaction de nous voir toujours dans un côté extrêmement guilleret. C'est pour ça que ton cinéma, c'est pour ça que tes œuvres sont extrêmement importantes. Parce qu'à mon sens, elles s'attaquent à ce qui est l'infrastructure de l'ordre du monde où on a assigné une place identitaire qui va devenir sociale, économique, au noir, à l'africain, et que, en fait, ces films sont des productions sociales et culturelles, mais elles perpétuent, comme pour parler comme Bourdieu, en fait, la structure du monde. Frantz Fanon s'engage dans la guerre avec des armes qui sont les armes. Bourdieu, il parlait aux médias. Moi, c'est pareil, je parle à l'industrie. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu prends Bourdieu, c'est que lui s'attaque à l'industrie du média. Et enfin, son rapport, c'est ce que nous faisons du média. Et il tourne le dos aux médias. Mais toi, est-ce qu'à cette industrie qui est financée par des gens dont l'intérêt, c'est de détruire la confiance en soi, l'imaginaire positif qui peut être associé... Et de prolonger un regard que l'on a sur nos concitoyens. Oui, bien sûr, c'est oui. Mais parce qu'ils connaissent que ça, malheureusement. C'est ça où il faut être prudent, c'est qu'on ne peut pas demander à des gens d'avoir un autre regard tant que celui-ci leur suffit. C'est à partir du moment que tu amènes un autre regard, là, il peut avoir un changement de distorsion. Mais quand tu l'entraînes, tu le réconfortes, il ne se pose aucune question. Tu veux dire qu'on part de Black Micmac à Prosper? Et donc ça reste sur la même... Parce que tu dis tous les 10 ans. Pour moi, on reste en peau noire et masque blanc. Ces images du noir qui vient du village, même de Balpoussière. Quelquefois, ce sont des images d'Épinal. Ce sont des perceptions qui se sont généralement faites de l'Africain depuis 3-4 siècles, qui ont évolué, mais qui... Non, mais ce que je sert quand même. Absolument. Absolument. Moi, ce que je dis, pour être très clair, c'est qu'à un moment, il y a une rupture dans notre conscience
par des gens qui, à un moment, qui arrivent et qui prennent simplement 2, 3 informations, et de ces informations, ils en font une colonne vertébrale. C'est que des informations. Et du coup, ça les fragilise quand il faut être construit. Et du coup, tu peux retrouver Black Micmac, quelques années après, avec les mêmes clichés, sans penser que dans 10 ans, quand on va regarder ce que tu parles, on aura le même jugement que Black Micmac. C'est que là, aujourd'hui, je me rappellerai quand Black Micmac est sorti, il y avait à peu près, je veux dire, 80% des gens qui tapaient des mains et qui rigolaient. Aujourd'hui, tu commences à, non pas à contester, mais à scanner Black Micmac. Ben, il faut un temps tu sais, entre l'action et la réflexion, il y a toujours un temps d'arrêt qui est très long. Là, aujourd'hui, on est dans l'action de ce que tu dis, mais il va falloir quelques années pour avoir une réflexion et un regard différent pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est difficile, hein. À part d'être très éveillé, c'est très dur d'avoir une réaction spontanée sur un produit qui est immédiat, quoi. Mais c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait, hein, en parlant de culture, parlant de cinéma. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, tu ne pouvais pas débattre. Avant, c'est quoi si avant, il n'y avait pas Funérailles des tabous, c'est que la parole reste entre amis. Ça, on se parle. Quand on parle là, c'est des discussions que j'ai avec mes potes constamment, tous les soirs. Mais il n'y a pas vous, il n'y a pas la cadavre. Mais on parle de ça, on regarde, on critique, on dit pourquoi, comment. Et moi, je pense que c'est la révolution qui se passe aussi lorsque dans les années 60, on a des débats où il y a un Malcolm et Saint-Martin. Des fois, c'est entre amis. Mais c'est pas filmé. Il voit exactement. C'est ça la différence. Aujourd'hui, là, lorsqu'on parle de Fanon, on parle de Fanon dans une France qui lutte avec ses fantômes coloniaux. Une France qui lutte en interne aussi avec tout ce qui est racisme et qui s'interroge sur le devenir de ces départements dits d'outre-mer qui semblent être tenus en laisse encore par plusieurs manières. Et le RPRAC est un exemple de la manière dont une révolte populaire peut chercher des expressions quand même non violentes, toujours. La place que le cinéma y tient aujourd'hui, je vais faire une image et je te demanderai de me dire ce que tu en penses. C'est comme si tu pars en guerre, comme Fanon en guerre mondiale, dans un univers où c'est une guerre idéologique qui est menée contre l'afro-descendant depuis au moins 6 siècles. Et qu'aujourd'hui, avec des armes du cinéma, en ravivant la mémoire noire, comme en évoquant Peau noire, masque blanc, tu te dis, tu te mets du côté de ceux-là qui sont délaissés par l'histoire officielle qui est racontée par le grand récit. Est-ce que toi, pour toi, Fanon était dans un récit à construire? Et est-ce que toi, c'est ta démarche? Alors moi, je te dirais que dans cette réalité, il y a évidemment, non pas une guerre, mais il y a un prolongement d'entretenir un nivellement par le bas de l'afro-descendant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et depuis tout temps, il est important que nous soyons toujours considérés comme des gens qui n'ont aucune sorte d'ambition à part de faire rien. On n'a pas d'autre ambition. Enfin, pour eux, on n'a pas d'autre ambition. Et ce sont Oui. Après, il y a des divertissements intelligents. Quand tu regardes, il y a des gens, bon, on ne va pas les citer, mais il y a des gens qui font du stand-up et qui divertissent notre population. On n'est pas obligé d'être dans un cimetière et tout en faire la gueule. Donc, on a le droit d'avoir de l'humour, de rire de nous-mêmes et de tout ça. Et on a le droit de se caricaturer aussi. Mais le danger, c'est que c'est à double tranchant. C'est comme si tu lançais un boomerang et tu rigoles de toi et que celui qui est à côté et qui a des pensées ou une démarche caricaturale va l'attraper et va dire « Ah ben tu vois, mais vous riez entre vous, nous aussi on peut rire de vous. » C'est-à-dire que ce fruit que tu lances, il faut savoir qui l'attrape. C'est-à-dire que l'autorisation que tu donnes de rire de nous caricaturer, il y a des gens avec une mauvaise pensée qui vont s'en servir et qui vont encore t'enfoncer, dire « Mais attendez, mais doucement, là, vous avez rigolé entre vous, vous vous moquez entre vous, ben nous aussi on peut rire de vous. » Et là, tout est brouillé. Tout est brouillé parce que si tu permets à l'un, pourquoi tu veux l'empêcher à l'autre? Et c'est là où on est. Aujourd'hui, la formation du stand-up a réuni des gens multiples, où le rire était collectif, mais dedans, ou à côté, il y avait des gens mal intentionnés qui font que notre humour, ah ben, ils s'en servent pour encore plus se caricaturer. Et c'est ça le danger. C'est qu'on c'est comme si tu as ouvert les portes et tous les pare-feux, ils ont explosé. C'est pour ça que je parle d'armes idéologiques. Après, je veux juste reprendre la trame, mais ce que je veux juste souligner ce que tu dis, parce que je trouve qu'à notre époque, il y a beaucoup plus d'humoristes engagés
que de chanteurs de rap, enfin, que de rappeurs engagés. Alors qu'un temps, les rappeurs étaient conscients. Je sais que tu es sensible en plus au hip-hop et qu'aujourd'hui, c'est du rap conscient, il n'y en a presque pas. Alors, moi je dirais, alors je mets toujours des guillemets quand je parle parce que c'est un avis qui peut être à débattre et tout, etc. Et que, est-ce qu'il y a aujourd'hui des humoristes engagés? Moi je dirais qu'il y a des humoristes qui se sentent dans un engagement. Mais c'est-à-dire que pour moi, l'engagement, c'est vraiment une façon de vivre. C'est pas, enfin, on dit très bien, euh, se- c'est pas faire une chose, c'est pas se proposer pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Tu vois, aujourd'hui, être en engagement, c'est être en rupture. C'est pas être dans le prolongement. En rupture, c'est à la fois philosophique, c'est à la fois politique, et c'est à la fois culturel, et c'est aussi social. Mais très vite, tu vois la bascule, quand ça marche, pour ces gens qui sont engagés, ils se retrouvent à côté de ceux qui, qui disent, entre guillemets, combattre. Et ça, c'est... Ils se font engager par les gens qui dénonçaient. Donc, c'est pas d'opportunisme, c'est de la maladresse pour moi. C'est qu'à un moment, il y a une limite à leur engagement, qui est normale. Enfin, parce que je sais qu'elle est normale. Il y a une limite à leur engagement. Mais tu ne penses pas qu'en termes d'industrie culturelle, ce qui est décrit par Alisson dans le hip-hop, je vois pas en quoi Mais le hip-hop a traversé. on fait la comédie d'ailleurs. Je vois pas de rock. Non, oui, je vois très bien ce que tu dis. C'est-à-dire que le hip-hop, musicalement, a traversé des courants qui sont restés tout le temps subversifs par rapport, parce que la musique, elle est inalléable. Tu ne peux pas aligner la musique. C'est-à-dire que je prends un exemple très simple, c'est qu'un musicien ne va pas ouvrir un livre de Tolstoï pour écrire sa musique. Il va s'inspirer de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Mais par contre, un écrivain, il va écouter la musique pour trouver l'inspiration. Un peintre va écouter la musique pour trouver son inspiration. Un cinéaste va écouter la musique pour trouver son inspiration. Donc la musique, c'est l'art la plus subversive qu'on peut trouver. Elle n'a pas de lien dans l'art. C'est l'art premier. Après, pour moi, il y a des arts de médias. Et là, c'est dangereux. Parce que nous, moi, comme tout le monde, je pense on a envie d'atteindre un nirvana. On a envie d'être reconnu. On a envie d'être indépendant. On a envie de nourrir nos familles. Donc, ce qu'on cherche, c'est monter vers le haut. Personne ne fait de l'art pour rester au dévoué et c'est d'être reconnu. Mais après, dans ça, il y a aussi un chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la contradiction, pour moi, de dire je défends et je revendique tes choses, quand le lendemain, tu fais autre chose qui est l'opposé de ce que tu dis. Et c'est ça qui me contrarie. C'est l'opposition de l'authenticité. Absolument. Et, voilà. Et moi, je dis toujours, c'est les gens qui défendent des opinions, je leur dis, mais regardez d'où vous parlez. Et j'en veux pour ceux parfois qui se glissent dans la peau naïvement à des endroits où on célèbre le cinéma et ils se mettent à défendre des films. Mais je dis, mais tu parles de ça, mais regarde à l'endroit où tu parles. Pour moi, c'est inaudible. Mais par contre, c'est un non-sens. Mais par contre, c'est audible pour tous ceux qui écoutent parce que ça met des pièces dans le côté on se rassure, on n'est pas totalement ce qu'on est, parce qu'on laisse parler quelqu'un et on peut l'entendre, mais il n'y a pas d'action qui va renverser la table. Comme disait Fanon, ça vient en fait soigner la bonne conscience. Totalement, totalement. Et c'est là où il faut être alarmiste. C'est là où je me dis que à vous voir, quoi. Non, mais après, ça fait sens ce que tu as dit, c'est de la maladresse, peut-être. Moi, je mets là-dessus. Parce que, je mets là-dessus parce que tu as quand même de l'expérience. Ouais. Et donc, tu as du recul. Ouais, La façon dont tu parles, tu dis que, regarde, Black Micmac, aujourd'hui, il y a des standards que tu vas scanner. Tu as utilisé scanner, tu verras les choses autrement. Oui. Peut-être qu'ils sont mal entourés. Et... Non. Bah, je dis que chaque génération fait les erreurs de son passé, quoi. Ils font les mêmes erreurs que ceux qui étaient avant, et puis c'est la nature humaine. Mais la chose qui m'ennuie un peu, c'est que nous, on a quand même une histoire qui est très récente à ce niveau-là. On a quoi dans 50 ans de cinéma? On a des hommes qui sont très factuels. On pourrait un peu dire, bon, ça a été fait, on va essayer d'autre chose. Bon, ça, on l'a fait, on l'a mal vécu, on va essayer de faire autrement. Mais sauf qu'en face de toi, tu as des gens qui font non, ça va marcher, t'inquiète pas. Lui, il a fait un carton avec Black Micmac, on va refaire la même chose. Et puis c'est là où il dit ok, on va le faire parce que la soupe, elle est bonne, quoi. Et Fanon le résume bien en disant chaque génération, dans une relative au passé, doit découvrir quelle est sa mission historique et faire le choix. Soit de l'assumer, soit de la tracer. Ce choix, on l'a fait pour eux. Ce choix, on l'a fait clairement pour eux. Fanon, oui, sa mission historique en 40. En 40, c'est de s'engager.
il a l'impression que la violence qui s'abat sur le monde en général, puis sur le juif, dont il trouvait qu'il y avait en fait beaucoup d'analogies, disant à chaque fois qu'on critique un juif, écoute tant bien l'oreille, on critique un noir. Eh bien, à ce moment, lui s'engage. Il est irréprochable là-dessus. Pour toi, en fait, c'est une question de cohérence avec le personnage. Pas que je caricature, et puisqu'on est dans une interview, tu as parlé de plusieurs personnes qui, dans le monde du stand-up, parlent d'endroits de positionnement qui sonnent fous. Pour toi, est-ce que ça sonne juste aller défendre des juifs lorsqu'en fait tu viens d'un peuple qui a été esclave il y a quelques années avant? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que y a tellement d'amalgames que très vite, on peut essayer de te culpabiliser et de déformer ta parole. Moi, je dis, tu peux avoir, et je suis bien placé, hein, parce que j'ai une histoire qui est très forte avec la population juive. Moi, je veux dire, c'est comme si que demain, dans ma petite Caraïbe, il y a un dictateur qui décide d'éliminer tous les Haïtiens. Parce qu'ils envahissent, parce que le territoire. Et il dit, non, mais les Haïtiens, il faut les parquer, il faut les mettre. Moi, je serais premier à les défendre. Contre mon peuple. Enfin, contre ceux qui émettent cette idée-là. Je serais le premier à faire rupture avec une personne de ma communauté qui serait en train de vouloir décimer, mettre en pâture tout ce que tu veux, une communauté qui est, entre guillemets, visée par une sorte de discrimination. Donc, j'ai aucun problème de reconnaître quand un peuple est colonisé par un colon. J'ai aucun problème de reconnaître un gouvernement fasciste, d'où qu'il vient, pour dire que ce gouvernement fait très mal à son peuple et que le temps que le peuple se soulève, il faut l'aider. Et non pas trouver des excuses comme quoi on s'attaquerait à une population sous prétexte qu'il y a une personne qui essaie de régir une autorité pour allier une autre communauté. Donc là-dessus, moi, je suis très à l'aise. Après, ensuite, il y a à d'autres endroits, des personnalités que ça arrange pour pouvoir aussi permettre la division et empêcher que tout d'un coup, par plein de calendriers que je ne connais pas, je veux dire, des calendriers politiques, des calendriers économiques et des calendriers aussi de racisme pur, qui ne absentent pas que une communauté, en tout cas la palestinienne, si on parle de ça, puisse à un moment être reconnue comme des gens qui sont en souffrance. Et ça, c'est la négation. Et je ne connais pas un cœur humain qui peut accepter ça. Je ne connais pas un cœur humain, qu'il soit juif, noir ou qu'il soit français, qui peut accepter, à part d'être mentalement dérangé. Et c'est ça qui est arrivé. Je pense que les gens qui acceptent ça, ce sont des gens qui sont malades. Malades de leur racisme, malades de leur discrimination, malades d'avoir pendant des décennies accepté que l'autre soit infériorisé. Et ils se révèlent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Palestiniens, mais demain, ça sera les Noirs, les Chinois, et ainsi de suite. C'est ça le lien, en fait, dans ce conflit-là. Comme on parlait de ça, on va reprendre avec Fanon qui étudie en France et qui écrit Peau noire, masque blanc. Qu'il l'écrit avec Josie, son épouse, mais ça, c'est juste après, on va en parler. Je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un projet qui a joué un rôle pour toi, un déclencheur de parole pour toi? Alors, moi, je pense qu'il y a... alors, je souris parce que c'est quand même l'image qui me revient. Alors, il y a un film quand même qui, pour moi, m'a... Alors, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être les faire rigoler. Moi, il y a bizarrement, et ça n'a rien à voir avec le cinéma que je fais aujourd'hui, mais il y a un film que j'ai vu et qui m'a assez intrigué parce que je ne comprenais pas du tout où le réalisateur voulait en venir. Et je pense que je vais dire le nom et je vais dire l'acteur. Et je crois que c'est le film le plus fantasque que j'ai pu voir. Et je me dis, putain, le cinéma, c'est assez incroyable parce qu'on peut produire des choses qui n'ont ni queue ni tête et puis faire un film et on peut avoir des émotions devant. Alors, ça s'appelle Le Triporteur avec Darry Cole. C'est un film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Le Petit Triporteur. Et c'est un film qui n'a aucun sens dans tout ce qu'il fait. Ça mélange d'un Charlie Chaplin, ça mélange d'un Monsieur Hulot et c'est Darry Cole. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui connaissent ce personnage-là. Et quand je voyais ce film-là, je me dis, mais c'est un truc imbroglio, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de logique, mais il y a de l'image. Et ça, je me suis dit, putain, mais si on arrive à faire des films où il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérence, mais ça fournit une sorte d'émotion, ben moi, avec mes petites histoires un peu plus, je peux y arriver. Et c'est ce film-là, je pense que c'était dans les 80, ou même 80, où je me suis dit, ben, putain, le cinéma, c'est fort quand même. Parce que quand tu regardes un film, et tu as des émotions qui est construit, c'est normal, c'est vraiment une didactique précise, écrite. Mais quand tu prends quelque chose où c'est qu'un point de vue artistique, tu dis, et que tu es devant, et ça me fait penser en lien avec un autre film que je mettrais tout simplement noir.
tu vois, ce sont des projets filmés. Expliquez-moi. Non, mon frère. Non, mais le problème chez moi, c'est que Non, mais moi, ce que j'aime dans ce qu'il dit, c'est vraiment, et je trouve hautement politique, ce dont on est en train de parler, parce que c'est la structuration de la vision du monde. On parle de Fanon. Attendez. Excusez-moi. Non, attendez. Excusez-moi. Allez, je sais. Alors, je suis désolé, c'était pas prévu. Mais là, c'est une petite pique qui me lance. Effectivement, on a eu le temps de discuter, d'échanger sur certains films. Et je me suis permis de lui dire que tout simplement Noir m'a fait pleurer de rire. Alors, je sais que je suis pas seul. Alors, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé. Moi-même, j'ai. Et ce que j'adore sur Jean-Claude aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans les funérailles des tabous et il nous dit vraiment ce qu'il pense. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je comprends son ressenti parce que c'est un artiste et un expert. Et donc, il n'a pas mon œil. Et donc, quand je lui ai parlé, j'ai bien vu qu'il me... C'est pas qu'il me prenait de haut, mais c'est une sorte de naïveté que j'ai dans mon regard du cinéma. Et là, j'aimerais bien qu'il nous fasse la démonstration, finalement, de ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire par là, parce que ça, c'est très important. Et oui, j'ai pleuré de rire. Alors, n'hésitez pas à nous dire pourquoi, et pourquoi je suis... Pourquoi j'ai pleuré de rire. Alors, moi, je vais lui dire juste... J'aime bien le cinéma, mais je vais vous le dire juste, et c'est mon dernier mot, c'est ce que j'ai adoré dans ce film. Bien sûr, on rigole de nous-mêmes, et tu l'as expliqué, hein, le problème de rigoler de nous-mêmes, mais il y a un obstacle. Hein, c'est pas un obstacle. Et il y a juste un truc qui m'a fait sourire, c'est... Pour moi, il y avait au moins 2 degrés dans ce film, et j'ai adoré les moments où il regarde la caméra, et il me fait comprendre qu'il est gêné. J'ai adoré ça. C'est ce petit détail technique où moi, je sens qu'il y a un second degré où il me dit hey, « frère ». Et donc, bien sûr, là, on a ton œil d'expert et bien sûr, tu peux nous dire ce que ça dégage et les conséquences finalement de ce genre de film. Voilà. Donc, je suis prêt à écouter. Moi, je vais retourner à ma place. C'est pas à ma place. Je vais retourner. Mais là, il m'a cherché. Est-ce que tu permettrais que je dise ce que je vais dire, mais sans rien avec? Ouais. C'est peau noire et masque blanc. Est-ce que le regard qu'on jette sur nous-mêmes, que ce soit dans la caricature, les blagues et tout ça, viennent simplement pour conforter une société qui, à l'époque de Frantz Fanon, pouvait être décrite comme blanche et bourgeoise, et que dans ce rôle-là, justement, le noir rirait fort, danserait fort, chercherait toujours des blanches, et lorsqu'il arriverait à Paris, serait le premier à dire « Oh, voir Paris et mourir ». Est-ce que pour toi, ce genre de mise en scène de nous-mêmes, par nous-mêmes, d'autodérision, rentre dans le cadre d'un masque de la société bourgeoise et blanche? C'est un grand boulevard. C'est un grand boulevard et c'est un grand buvard. C'est un grand buvard qu'on absorbe et qu'on garde en nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, Christophe, je l'attendais. Mais je l'attendais, et puis, tu sais, il ne faut jamais parler trop tôt, c'est ce que je dis toujours. C'est que quand tu parles trop tôt, les gens ne te comprennent pas et tu peux passer pour le méchant de la bande. Donc, il faut tout le temps attendre le bon moment pour que ça puisse rentrer et puisse être bien. Parce que la problématique, c'est qu'il faut s'accompagner. Il faut mutuellement s'accompagner. Parce qu'en face de nous, ce sont des forces contraires. Et quand un frère se fait attraper par une force contraire, pensant qu'il fait quelque chose de bien, si tu n'es pas là pour le raisonner, il faut le laisser dans son chemin. Parce que lui, il est juste dans son chemin. Mais à un moment ou à un autre, il va sentir, comme moi j'ai senti aussi des choses, il va sentir que malheureusement, la maîtrise, elle n'est pas tout le temps parfaite. Donc, on a laissé Christian développer, à juste titre, mais après, heureusement que vous êtes là, et heureusement que vous offrez le débat, parce qu'on a l'occasion de débattre. Moi, ce qui me plaît chez vous, c'est qu'il y a un moment, le sans filtre, il n'y a pas quelque chose qui nous empêche d'être généreux avec celui dans lequel on parle. Mais après, tu vois, il n'y a pas de mise en scène. Mais par contre, on a le droit, comme tout, alors je n'ai pas le mot intellectuel, mais on a le droit de faire fonctionner notre cerveau. On a le droit, excuse-moi, non, comment? Mais, alors, je fais un cinéma militant parce que c'est le cinéma que j'aime, parce que c'est un cinéma conscient, mais ça ne m'empêche pas de me tordre de rire devant des films de comédie, qui soient mal faits ou bien faits. Mais après, je suis capable de les analyser, je suis capable d'en dire ce que j'en pense. Et après, ça appartient à qui veut. Et tu es semblable à Fanon, à mon sens, qui justement dit il ne va pas être enfermé dans une étiquette, une caricature, quelle qu'elle soit. Il est d'abord homme avant. Exactement. Et exactement. il dit que
Oh mon Il n'est pas factible. c'est toujours de moi Mm. quelqu'un qui pense, qui Ouais, réfléchit. ouais. Je paraphrase. Mais Et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'on voudrait qu'on ne soit pas capable de penser et d'avoir enfin, on ne serait pas capable d'émettre une. Et ça, c'est un vrai travail que tu dis là, parce que je le vis chaque jour. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que mon esprit est entraîné, parce que je le vis depuis que je suis enfant, d'avoir un esprit tout le temps subversif. C'est-à-dire que quand je réfléchis devant, derrière, sur le côté. Et du coup, je suis capable de dire, ça, il faut laisser passer parce que c'est pas le combat d'aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'on va gagner, c'est pas là-dessus qu'il faut appuyer, mais il y a un autre truc sur lequel il faut avancer. Et je réagis comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis de côté est mort. À un moment, je vais le ramener devant. c'est vraiment comme si tu n'avais pas fait un film de Fanon, mais c'est comme si vraiment cette interview en miroir était une idée géniale parce que à l'intérieur de toi battent les. Mais c'est le sujet. Oui. C'est le sujet du film. En fait, si je peux me permettre, c'est que c'est comme si que demain, je fais un film de western et j'enlève tous les Indiens. Et je vais que des cowboys. Yes. Et je suis incapable de dire, mais Cowboy blanc. les cobayes blancs. Et je suis incapable de dire, mais où sont passés mes Indiens? Tu vois, je suis incapable de dire, mais où ils sont passés? Non. Si je fais un film sur Fanon, je suis capable quand même d'analyser la structure sociétale dans laquelle nous sommes. Et que, comme tu dis, à la fois la position aliénante dans laquelle on nous oblige d'évoluer. C'est une position aliénante. Il n'y a pas pu aligner le monde du cinéma et le monde des médias. Il n'y a pas un endroit industrialisé où il n'y a pas plus aligné. Je ne parle pas. Tu vas dans les banques, c'est pas la même, c'est le capitalisme au sens propre. Et tu vas dans la pharmaceutique, tu vas dans tous les corps de métier, il n'y a pas une hiérarchisation aussi forte de servitude qu'il y a dans l'industrie du cinéma, et discriminante. Et aujourd'hui, si on est là à parler, c'est parce qu'on veut notre place à libre égal dans ce média-là. Si aujourd'hui vous avez créé ce média-là, c'est qu'à quelque part, demain, ben, vous avez l'intention de peser dans la balance équilibrée pour des gens qui n'ont pas la parole et qui ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire. Tu sais, c'est funérailles les tabous. De moi, de militant à cinéma militant, je fais le choix militant directement. On est sur Fanon. Et c'est un ancien combattant, donc, quand il rentre de la guerre. Quelques années, 7 années avant de produire Peau noire et masque blanc, il analyse tous ces masques. Il rentre en Martinique après la guerre. Et il rentre en Martinique, si je peux me permettre, il rentre en Martinique après avoir vécu toute la claque raciale que l'armée française se fait subir. Et c'est ça qui change sa vision du monde. C'est que quand il part, c'est un Français qui part défendre les IE de la France, exactement. Et à l'intérieur de cette armée, il se rend compte qu'on le considère comme un homme noir, avec toutes les discrétions qu'il prend. Et il prend conscience de sa condition. Et quand il rentre en Martinique, sa vision a totalement changé. Un homme révolté, indigné. Oui, tout à fait. Et là, on avance un peu plus son sa vie, puisqu'elle a écrit, je disais, en compagnie de son épouse, Josie Fanon. Donc, Josie Fanon, qui est une militante, un pilier intellectuel et affectif. Josie Fanon est française, mais française. Blanche. Voilà, c'est pour ça, parce qu'il était français. Il est français. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit c'est une femme blanche. Et je ne sais pas parce que ça m'a été, mais ça m'a choqué. Il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a 2 jours et qui a marqué Fanon et sa femme blanche. Ça, c'est. Non, je le lis. Je crois qu'on va déterrer, analyser. Oui, tout à fait, parce que En je trouve que c'était intéressant. Alors, on a pu voir le film, et d'ailleurs, à rappeler que l'avant-première, le GC de Shaquille Léal est complet. Donc ça, déjà, ça, Une demi-journée. ouais, ça montre l'intérêt, le besoin qu'on a de voir nos héros, autres que les héros afro-américains sur lesquels on a été baignés. On a nos héros, nous aussi. Et donc, c'est important de montrer que c'est déjà complet. Il aurait fallu d'autres avant-premières, du coup, parce que moi, je me suis dit avec ma carte illimitée, j'aurais pu y aller, mais non. Donc, ça montre... Et je voulais... Parce que souvent, j'ai pu entendre dans tes interviews que toi aussi, le rôle des femmes a été et est important dans ta vie. Ça a créé ton cheminement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, je pense que je suis parti des hommes où l'éducation monoparentale ont eu un équilibre certain. Souvent, on dit que ça défausse un peu l'équilibre, que si on n'a pas un équilibre père et mère, moi, j'étais élevé que par ma mère, mais je pense qu'elle avait ce qu'on appelle cette lucidité de ne pas remplacer mon père. Et elle avait aussi la lucidité qu'un homme se construit aussi avec des valeurs fortes et qui aussi la liberté emprunte toujours la conscience, quoi. Elle m'a élevé dans quelque chose qui est le chemin entre la liberté et la conscience.
Et quand j'ai fait mes bêtises comme tous les ados qui veulent être libres plutôt que normal, elle a toujours eu confiance que j'allais revenir à l'essentiel. Et ça, je pense que ça, c'est enfin, je ne vais pas faire de discours partisan, mais je pense que souvent, la position de la femme met plus qu'on croit l'homme en confiance. Je ne dis pas que les hommes parfois brident, mais quand une mère, en tout cas, a confiance génétiquement à l'intérieur d'elle-même en son fils, en ses enfants, tu es sûr que on n'a pas envie de la décevoir. Tu sais, il y a vraiment, il y a toujours je te jure, il y a toujours ce truc où fatalement, il peut y avoir des discordes, parce que aussi, pareil, on grandit, on a les hormones, on sent des hommes, des femmes, on veut pousser, on a envie aussi d'avoir notre liberté. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, moi j'ai mes enfants, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, ah, c'était vraiment, c'était fort ce qu'elle a fait, c'était fort ce qu'elle a fait. Parce que notre époque là-bas, là, elle faisait tout, quoi, je te jure. Pour ça que notre, et potomitan, et c'est pour ça que je dis qu'à la journée, on peut regarder nos parents et on peut leur dire, mais bravo, quoi. Parce que si on est encore là, c'est vraiment parce qu'ils ont tenu la baraque. Ils ont tenu. Sinon, on ne serait pas en train de discuter là, on serait tous en train de servir quelqu'un. On serait tous en train de servir quelqu'un. Parce qu'eux ont servi quelqu'un. Eux, ils ont servi quelqu'un pendant toute leur carrière. Et si là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous est resté de la rébellion, c'est qu'ils ont glissé un truc dans la tête pour dire, moi je sers, mais toi, tu n'es pas fait pour servir. Toi, tu es fait pour rester à la genèse de ce qu'on était au départ. Il y a un tabou qui m'intéresse. Oui, Je ne sais pas si on a droit sur le plateau des bien funérailles. sûr, on l'attend. Je vais faire en fait un personnage imaginaire, un ami à moi imaginaire, qui dirait qu'en fait, la représentation qui est faite de Josy Fernand dans le biopic que tu sors va à contre-pied de ce que un Malcolm X pouvait penser que le rôle des Amis des Noirs, pas pour caricaturer avec la Société des Amis des Noirs, dont on dit qu'elle était à l'origine de plus un esclavage, mais en fait que elle a une sagesse d'être second plan, pas parce qu'on écrase les femmes simplement, mais parce que le message à donner les œillères raciales de l'époque aurait pu faire que on se dise simplement que c'est du maternisme. Une chose que je vais dire. Et donc ma question, Je comprends. Ouais, je comprends. l'ami qui me posait la question, il dirait, je vous demande ce que le réalisateur en fait voulait montrer lorsqu'il met en lumière ce rôle de nègre occupé par Josy Fernand. Comme d'ailleurs Suzanne Césaire, si on parle de la négritude. Nègre, il y a intérêt, hein, ne me lâchez pas. Il est fort, hein. Ça, Des tabous. non, mais tu as raison, parce que c'est pour ça que je pense qu'on a dit tout à l'heure que quand on a un devoir, quand on écrit ce genre de projet, on regarde devant, derrière, sur les côtés. Mais on regarde surtout l'angle mort. Tu regardes tout le temps l'angle mort. Et c'est ça l'angle mort. C'est que, est-ce qu'à un moment, ce que tu penses bien, ça ne va pas se retourner comme un boomerang contre toi? Est-ce qu'à un moment, de montrer une femme aussi présente, aussi forte, aussi solide, aussi potomitan, et aussi prégnante dans le discours, dans l'action de cet homme noir, et qu'elle soit blanche, on ne va pas réarriver le côté « Ah oui, mais bon, heureusement qu'il y a une blanche, parce que sinon, elle ne ferait pas ça, quoi. » Ça, c'est l'angle mort. Parce que ton film qu'on a eu qu'on a eu la chance de pouvoir visionner avant cet échange avec toi, avant de voir ton film, c'était une inquiétude, l'aspect Algérie, parce que en fait, Sentier, je me suis dit, mince, c'est ce qui va vraiment réussir à faire le lien, le pont entre les Antilles et l'Algérie, bah, c'est cette épouse blanche. Parce que, et on le voit dans un film, qu'effectivement, alors ça après, c'est vraiment à chacun, vous le verrez, lorsque vous regarderez le film, de l'interpréter à votre façon. Parce que je pense que si ça n'avait pas été une femme blanche, pour certains, la force et ce qu'elle peut lui insuffler, bah, c'est l'idéal d'un couple. On sent l'équilibre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un film qui parle de personnes qui parlent de noirs, d'un militant noir. Et donc, effectivement, lorsqu'on voit le rôle qu'a Josy auprès de lui, ça fait peur. Mais en même temps, il faut connaître l'œuvre de Frantz Fanon, parce qu'il aborde ce sujet-là. Non, Mais moi, j'allais dire, je ne suis pas sûr que le film parle d'un militant noir, justement. Et que Fanon lui-même ne se conçoive pas comme incarcéré, emprisonné par la case qui nous est faite dans les masques blancs qu'on nous donne.
de noir simplement. Et je trouve que la cohérence qui est incarnée par la présence de Joseph Fanon, ça c'est ce que j'aurais dit à mon ami imaginaire, je suis un peu taquin, et la présence très forte de Joseph Fanon montre qu'il est au-delà en fait des catégories raciales qui dirigeaient les pensées à cette époque, et c'est pour cette raison que c'est une ponctuation dont je sais que plusieurs la reprochent, à Cheikh Anta Diop par exemple, lorsqu'à mon sens, c'est pour permettre une véritable libération au-delà des chaînes physiques, d'aller vers des chaînes mentales qui sautent et qui explosent. Et je ne sais pas si pour toi c'est quelque chose qui était volontaire d'aller vers ça, parce que ça peut être un tabou pour la communauté. Bien sûr, bien sûr. C'est un tabou quand aujourd'hui, de façon contemporaine, tu as des présidents africains qui sont avec des femmes blanches et que tu vois leur action n'est pas forcément auprès de leur peuple. Là, tu te poses des questions. Absolument. Tu te poses des questions, qu'est-ce qu'elles apportent auprès d'eux? Tout à fait. Mais si tu avais des présidents qui avaient une action beaucoup plus positive, là, la question ne se poserait pas. C'est eux qui ont dévoyé la mixité du couple, parce qu'elle existe, elle a le droit d'exister. Tu aimes la personne en tant qu'être humain, tu n'aimes pas sa couleur au soi. Après, si tu aimes sa couleur, c'est une forme d'aliénation, et là, il faut aller voir le médecin, quoi, le psychiatre. J'ai eu une émission sur ce sujet. Parce que là, du coup, là, on parle, tu vas parler de Cheikh. Et pareil pour le Black Love. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est que C'est une pathologie. aussi, et ceux qui le mettent en avant, Oui, ça. Le Black Love est une pathologie. mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si à un moment, et on l'explique très bien de façon psychiatrique, c'est que tu ne vois d'abord un être humain. Si tu vois d'abord une personne, peu importe par sa couleur, par sa typologie, c'est quelque part tu t'enclenches dans quelque chose sur lequel tu te réduis et tu exclus. Tu exclus l'autre parce qu'il n'est pas identique ou il n'a pas les mêmes refrains, les mêmes attitudes que toi. Mais après, et moi je suis partie de ces gens-là, tu peux avoir une sensibilité de choix, de couleur, tu peux aimer une femme par rapport à ce que, ou un homme, pardon, par rapport à ce qu'il représente, humainement, intellectuellement, physiquement, tu vois, il n'y a pas de choix. Mais si tu la caricatures et tu la réduis, c'est pas la personne que tu aimes, c'est la représentation de ce qu'elle est, le fantasme de ce qu'elle véhicule. Là, on vient d'entrer dans l'hôpital de Blida. Tranquillement, là. Oui, qu'est-ce que tu dis de ça? Effectivement, Algérie, entre 1953 et 1956. C'est cette période que tu as choisie pour débuter ton film, et presque, oui, c'est par là. Donc, il est psychiatre engagé à Blida, puis militant FLN. FLN, est-ce que tu veux l'expliquer aux jeunes? Le Front de Libération Nationale. Et Donc, on est dans une lutte. oui, parce que Sur l'indépendance. ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut Sinon, ça. l'Algérie est colonisée depuis la fin du 19e siècle. Tout à fait. Donc, l'Algérie, Jules de France, est considérée comme un territoire français. Donc, il n'y a pas de sens quand tu dis national. Tout à fait. C'est révolutionnaire déjà de dire que c'est un front de libération nationale. Puisqu'en réalité, Fanon a participé à la libération nationale de la France en allant. Mais apparemment, ça ne satisfait pas assez. Et donc, on est dans une situation où il se reconnaît, lui, du côté est colonisé, comme si, à l'image de la plume de Césaire, il voyait dans la France occupée, en fait, un pays colonisé. Et à partir de ce moment, il dit c'est la colonisation qui est responsable de ce qu'on va représenter comme des troubles et des maladies mentales. Que pour les soigner véritablement, c'est le contexte qu'il faut enlever, parce que la maladie n'est qu'un symptôme, n'est qu'un texte, mais qui a un sens dans un contexte qui est malade. Pour toi, ce qui se joue là, est-ce que c'est une révolution pour Fanon, ou bien c'est juste un continuum qui s'étend depuis qu'il pense pour Noir Masque Blanc? Alors, moi je dirais que c'est un destin qui s'offre à lui. Il matérialise son destin en arrivant à Blida, parce qu'il a fait ses recherches avec Tolkien. Il a étudié toutes les pathologies que sont avec Noir Masque Blanc sur la psychiatrie et déjà l'aliénation, mais c'est que de la théorie. Lacan, j'ai syndrome. Absolument, c'est que la théorie. Et quand il arrive, il ne sait pas encore qu'il y a cette guerre qui s'ouvre en Algérie. Quand il arrive en Algérie, il se retrouve devant son destin. Et comme tu as dit, trait pour trait, il a déjà une histoire qui est la sienne, qui lui fait écho. La sienne, en tant que Martiniquais discriminé, colonisé, ancien combattant aussi, il la voit au reflet de ce nouveau peuple algérien qui est dans la même souffrance, la même discrimination, la même exaction, la même condition que lui. Et là, pour lui, il a comme s'il y avait deux fois le miroir, quoi. Il a son histoire et il a l'accent de son miroir. Donc, il n'y a plus qu'à mettre les mains dedans et travailler.
C'est pour ça que dans le film, on reprend que des actions par rapport aux malades qui soignent pour raconter l'histoire du film. Tu vois, pour montrer l'exemple. Tu vois, c'est ça. Parce que si tu parles d'un film où tu parles je sais pas. Je t'explique pourquoi ça me dérange. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, est-ce le psychiatre qu'on met en scène, le militant indépendantiste algérien, est-ce que c'est pour des raisons de panafricanisme qui a été là, ou pour faire avancer la science psychanalytique? Je vois très bien. En fin de compte, le médecin psychiatre a fait naître l'œuvre des Terre. C'est pas... Si la punchline, tu rates la remise, tu rates la chute. Non, en fait, c'est pas l'Élénateur qui a été créé par son action, c'est parce qu'il a vécu. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, on a expliqué qu'en fait, la difficulté que nous avons tous ensemble, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un endroit où on n'est pas dans l'action. Tous les gens aujourd'hui, malheureusement, avec tout le respect que je leur dois, qui parlent, qui fabriquent, ils ne sont pas dans l'action, dans la parole. Ils sont dans un four médiatique. Et quand j'ai un four, c'est qu'on t'a mis dedans, on t'a chauffé, et tu ressors bouillant. Non. Et non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui apportent une lutte, une réaction, une réflexion, c'est nourri d'un historique. Le militantisme, c'est un historique. C'est pas simplement allez, on y va, on va y manifester. On est nourri par quelque chose. Et malheureusement, c'est l'ère d'aujourd'hui qui le veut. C'est pas, je veux à personne parce que malheureusement, on est tous jetés contre le même mur. Mais il y a des durées dans lesquelles la course elle a été lancée. Il y a des gens qui courent depuis longtemps. Donc, ils se sont nourris, ils ont appris, ils se sont conscientisés, ils se sont fournis. Puis, il y a des gens qui courent depuis très peu de temps et qui essaient de courir très vite. Et du coup... Alors, j'aimerais parler d'Alexandre Louillet, qui est l'acteur principal et qui joue le rôle de Frantz Fanon. Il est incroyable. Déjà, il y a une ressemblance physique. Il a dit que tu lui as fait perdre 12 kilos. C'est ça? Alors, c'est pas moi qui lui fais pas. Alors, la vraie histoire, c'est que quand j'ai rencontré Alexandre, et c'est bizarre parce qu'en fait, on a deux versions différentes. Quand j'ai rencontré Alexandre, évidemment, comme tu as dit, il y avait déjà une ressemblance qui était pratiquement évidente. Il fallait vraiment être aveugle pour ne pas voir Fanon chez Alexandre. Donc, il y avait déjà une ressemblance qui me troublait assez. Et je regarde, je me dis, putain, mais c'est comment ne pas... Comment il ne le sait pas lui-même? Comment il ne le sait pas lui-même qui ressemble à quelqu'un qui... Et quand je regarde, et puis moi, dans ma tête, dans les autres travaux que je fais, je sais que... Alors, je dis sans tabou, je sais que sur les tournages, on mange beaucoup. Mais vraiment, ça, c'est ma version à moi dans ma tête, mais que je n'ai jamais dit. Je sais que sur les tournages, il y a un stress qui se fait. On mange en grignote. Toi, tu as des repas, autant que dans la vie civile, tu peux sauter un repas, tu peux truc, machin, tout ça. Mais je sais que depuis que je tourne, et ça, c'est un truc de comédien et de réalisateur, je sais que sur tous les tournages, tu as tes 3 repas garantis. C'est comme ça. Donc, tu manges le matin, quand à table de régie, tu manges le midi assez agréablement bien. Et comme tout est gratuit, tu t'empiffres aussi le soir. C'est comme ça. Voilà. Et je sais que souvent, même si c'est très infime, les premiers qui changent un peu pendant le courant du film, c'est les comédiens. Parce qu'ils ont du stress, parce qu'ils travaillent énormément, et ils prennent un truc à droite, un coup à gauche, et puis tout ça, tu les as un peu sur le tournage. Et moi, j'ai pris pour habitude, depuis Negmaron, et ça, j'ai vu sur Negmaron, de demander à mes comédiens de perdre un peu de poids pour arriver assez fit, et après, je sais qu'ils vont prendre un peu pendant le tournage. Et quand je vois Alexandre, je dis, naïvement, comme tous mes comédiens, ça serait bien que tu perdes un tout petit peu de poids juste pour être bien pendant le tournage. Et je ne sais pas ce qu'il a entendu là-dedans. Il est parti dans quelque chose, mais je ne sais pas où il est parti. Enfin, heureusement, parce que j'aurais jamais eu cette idée-là. Très productif. Il est parti quelque part, il a perdu 12 kilos, et il me dit, ouais, j'ai perdu du poids parce que je voulais être... J'ai vu Fanon dans les jeux creuses et tout ça. Mais c'est démentiel. En fait, moi, j'aurais jamais mis sa vie d'argent pour lui demander de perdre 12 kilos. C'est énorme. Incroyable, parce qu'en plus, il a dit qu'il s'est tellement immergé dans le rôle. Ah, mais c'est... Isolé pendant 8 mois. Il est parti dans quelque chose qui... Oui, mais alors moi, ce que j'ai vu clairement, c'est pas pour faire un parallèle, parce qu'on a encore autre chose, mais un Spike Lee et son Denzel Washington. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il a une aura incroyable. Mais incroyable. Que ce soit sa voix. Mais non, c'est énorme. C'est génial, franchement. Et ça, et ce qui est magnifique, mis à part ce que tu as réalisé, c'est le fait aussi de découverte de talent. Parce que effectivement, on ne voit pas assez d'acteurs noirs
dans des rôles où ils sont graves, absolument. Et donc là, ça, déjà, rien que pour cet aspect-là, mis à part le fait que tu incarnes Frantz Fanon au cinéma, c'est aussi de voir nos acteurs dans un rôle, mais du... Non, franchement, il est incroyable. J'espère qu'on le verra plus. Doublement militant, parce que mémoire politique, parce que c'est notre cinéma, on va dire. Et là, j'ai une pensée pour My Good Band People. Mais c'est aussi triplement militant, si on voit bien. Parce que, et je reprends le parallèle que tu dresses, Alison. 1992, violence policière aux États-Unis, Rodney King se fait lyncher et on insère la scène au début du biopic From Malcolm X par Spike Lee. Spike Lee qui depuis Jungle Fever, Mauvais de Blues et tout ça, fait en fait monter une nouvelle génération d'acteurs qui jusqu'à aujourd'hui ont réussi à donner une image différente de l'afro-descendant et donc à changer les mécanismes. On en parlait au début. C'est pour ça que je dis, c'est une œuvre d'art et c'est une œuvre de guerre. De guerre sur le plan de l'idéologie racialiste, parce que quelquefois les gens ne comprennent pas bien si on dit raciste, de l'idéologie qui considère qu'en fonction de la couleur, des gens sont appelés à tenir les mêmes rôles dans la société. Et ce faisant, tu rends une mémoire, au même titre que Malcolm X. Le film fait se rappeler qu'en 65, un prince mort a été abattu, et donc, près de 25 années après, on va se rappeler de lui. Frantz Fanon, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est parti, mais plus que jamais, maintenant qu'on parle d'AES, qu'on parle de décolonisation, jusque dans la Martinique natale de Frantz Fanon, je trouve que ton œuvre mérite pas seulement des lauriers dans des cérémonies, mais de faire partie du récit de chaque famille, de chaque personne qui essaie d'allumer son cerveau pour véritablement se mettre à briller. Est-ce que tu étais conscient de ces triples axes de militance? Alors, si je suis sincère, j'irai donc parce que c'est ta culture est plus développée que la mienne, donc du coup, mes envies, elles sont parfois un peu plus, je dirais, un peu plus... pas ouais, elles sont malheureusement, et je dirais vraiment heureusement que vous êtes là, elles sont des fois plus artistiques. Et c'est ça qui est bien dans le complément, c'est que je ne suis pas un historien, j'ai des lacunes évidemment, comme beaucoup de gens qui regardent trop d'images, mais il est évident que le fait d'être exigeant au niveau de l'image, le fait de savoir que la mission dans laquelle je m'étais engagé ne pouvait pas être trahie en faisant un Fanon qui n'était pas le reflet de la vérité dans laquelle je me ressentais, quoi. Et c'est là où je pense que dans le cinéma qu'en tout cas j'essaie de proposer, je veux qu'il soit infaillible parce que je sais que c'est un cinéma de génération et qu'il est important de laisser des choses qui sont tangibles et pas essayer de galvauder et d'être des fois démontable. Je veux dire que si parfois j'aurais fait quelque chose d'approximatif, ben, j'aurais trahi et j'aurais donné des armes aux autres, quoi. Et là, c'était foutu. Il fallait attendre encore des années pour qu'il y ait un autre Fanon qui rétablisse et qui redresse un peu mes malencontreuses approximations activité, tu vois. Et par contre, je savais très bien qu'en faisant ce film-là, dans les espaces, dans les silences, dans les ellipses que je faisais, je laissais de la place à des gens comme vous. Je laissais de la réinterprétation. Je laissais aux historiens, je laissais aux sociologues, aux psychiatres, je laissais à des gens qui sont dans un combat au quotidien de s'emparer de ce projet comme un objet, comme un outil pour au mieux défendre aussi les intérêts. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a touché, c'est que je me suis senti parfois désarmé face à des gens qui utilisent notre combat en nous traitant des malmots qu'on les traite, c'est-à-dire les inversants des valeurs. Et je me suis dit, mais on n'a rien à leur opposer. Pourquoi aujourd'hui, quand on dit que nous, les antiracistes, on est des racistes? On ne peut rien dire parce qu'on dit, ouais, mais vous avez c'est un racisme anti-blanc, mais vous êtes des racistes parce que vous acceptez passer cela. Et pourtant, ce sont nous les premiers humanistes, les premiers gens qui défendent le racisme, les premiers gens qui souffrent à cause du racisme, les gens qui meurent à cause du racisme, et pourtant on nous traite comme si nous étions les premiers à produire du racisme. Et je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sincèrement tous dans un schéma d'égalité. C'est-à-dire que les gens qui parlent de cette façon-là, ce sont des gens de la même génération, ils parlent au même endroit, ils s'investissent avec les mêmes mots, donc ils sont juste du vide. C'est deux personnes vides qui parlent de vide. Et pourquoi? Parce qu'ils n'invitent jamais les bonnes personnes à collaborer et à parler sur le sujet. Et j'en veux la preuve.
À un moment, on dit, mais où sont les femmes voilées pour qu'elles parlent, donnent leur point de vue sur le fait de pas porter, de pas porter le voile. Elles venaient pas, enfin, on les a effacées des débats. Parce que leur vérité n'est pas, serait une... mais oui, leur vérité, ça serait indéfendable devant eux. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour tout la suite, pour les Palestiniens, pour tous les moments. Tu vois, donc aujourd'hui, les gens qui parlent de nous, on n'est plus là-bas. C'est des gens qui parlent du racisme, de l'antiracisme, ben, ce n'est pas les bonnes personnes. Si demain, ils invitent à un média, un tableau ou un truc, quelqu'un qui vit dans le quotidien son racisme, en face, il n'y aura pas d'histoire. Oui, mais vous ne connaissez pas le racisme anti-blanc? Ça serait complètement aller sauver des merveilles, quoi. Donc, on met quelqu'un qui ne vit pas le racisme dans son quotidien pour dénoncer le racisme face à quelqu'un qui produit du racisme et qui peut en mettre à mal celui qui dit ça. Donc, du coup, le débat il est fermé entre eux. Et c'est là où je me dis, ouais, il faut un produit, alors je dis un produit, il faut un projet qui met sur la table les fondamentaux de ce que nous sommes et pourquoi nous y allons. Et Fanon est arrivé comme ça. Pour moi, c'est vraiment remettre un peu, comme on disait, du 220 volts, et peut dire, attendez, là, faut arrêter les fantasmagoriques, vous n'allez pas nous perdre avec vos histoires de qui est qui, quoi, comment, quoi, tu vois. Comment le film a été reçu au Maghreb? Alors nous, on a eu la chance d'être sélectionnés au Festival de Marrakech, qui était la première fois qu'on dévoilait le film. Et alors, c'est Rémi Bonhomme qui est le directeur. Alors, je vous remercie beaucoup parce que c'est un festival de premier plan. Et il avait vu le film, je crois, au mois de juin. J'étais encore en train de monter le film, mettre les musiques et tout. Et Rémi, qui je pense qu'est un grand cinéaste, a vu le film pratiquement pas fini. Et il a appelé mon producteur, Sébastien Nomo. Il dit, je viens de voir ton film, Sébastien. Je mets une option pour le festival de Marrakech. Et c'était dans 3-4 mois après, quoi. Et il a dit, je prends ce festival en avant-première à une seule condition, c'est que vous éliminez tous les autres festivals. Et j'ai dit, mais moi, je vais aller à Cannes. Oui, oui. Enfin, il y avait 2 gros festivals dans lesquels moi, j'avais envie de concourir. Et Sébastien Truchman m'a dit, écoute, là, on a un gros truc, laisse passer les autres. Prenons ce qu'on nous donne parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec les gens qui nous ont jamais donné l'heure, quoi. Tu vois, il y en a un qui nous donne l'heure, eux, ils nous ont jamais donné l'heure, donc ne rêve pas qu'un jour, ils vont te la donner, même pour quoi que ce soit. Et c'est vrai. Et donc, on est parti à Marrakech, toute la bande, tous les comédiens, tous les copains, mon fils est venu. Enfin, c'était vraiment super beau. Et le film a été reçu, et c'est la première fois que je montrais le film sur un grand écran. Et dans la salle, il y avait Abderrahmane Sissako, Monsieur Toubouctou, il y avait Ava DuVernay, Selma. Ils ont vu le film, ouais. Et vraiment, tu sais, la façon dont ils ont parlé du film, ça m'a touché. Parce que même si parfois on se sent un peu, comment je vais dire, habitué comment je vais pas à critiquer, mais toi, il y a un moment où être encensé, c'est nouveau. Et les mots qu'ils m'ont dit sur ce film, bah, c'est les premiers qui m'ont dit. C'est surtout Ava qui a vu le film et qui a dit que vraiment ce film l'a touché et que elle se doutait pas, je pense, qu'on était capable de produire ce genre de film. Je pense que c'était une facture américaine qu'eux avaient l'habitude de faire, entre Malcolm X, Salma, tout, etc. C'était une facture à l'américaine qu'ils avaient l'habitude de faire. Et je pense que pour elle, le cinéma européen n'avait pas cette facture-là. Donc pour elle, c'est l'écriture. L'image aussi. Je pense que Les scènes, la façon dont c'est tourné, les flashbacks avec son enfance, même parfois le silence, à quel moment il est posé, la qualité de l'image, les lumières, franchement, c'est de qualité. Alors, tu sais quelque chose, ce que tu dis là, c'est vraiment une écriture dans l'imaginaire des films américains. Parce que la façon dont tu dis ça, je vois très bien que tu es rentré en connexion avec le film. Oui, l'écriture, mais c'est-à-dire que la culture que vous avez, elle est nourrie de plusieurs cultures cinématographiques. Parce que d'autres personnes, et vraiment, je dis ça, mais avec beaucoup de gentillesse, quoi. Parce qu'à l'inverse, sur d'autres regards que ce film a subi, ça, ils ne le voient pas. Ils ne le ressentent pas. Ça ne fait pas partie de leur émotion, ça ne fait pas partie de leur vision de cinéma. Tu vois, on est vraiment aujourd'hui dans un truc qui est tranchant. Le cinéma, et je ne parle pas du cinéma français, est vraiment tranchant dans ceux qui ont une culture multiple et ceux qui se réfugient dans un cinéma français. Et ça a toujours été la grande bataille entre la vérité et la musique hip-hop.
Et ben là, on rentre dans le cinéma pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma afro devient populaire. Et ça les dérange parce qu'ils avaient la variété pour rester populaire. De plus en plus, on devient ce que a été question pas dans la variété, je sais pas qui disait ça à l'époque. Classement dans la variété. C'est Génico. Ben voilà. Ben, le cinéma qu'on disait, ah ben nous, on commence à rentrer dedans. La musique aujourd'hui, c'est Ben voilà. afro avant. Ah ben voilà. Dernier, On fait le premier pas dans le grand cinéma. c'est fini maintenant, C'est ça. ce suprémacisme. Mm. Donc là, on est sur la dernière phase. Au fur et à mesure. La dernière Ouais. phase. Je trouve qu'il nous donne le point de vue des lions. Tant que les récits de chasse, pas racontés pour les chasseurs, les parties de chasse iront toujours à l'avantage. Ben ouais, c'est ça aussi, Tu bien sûr. un point de vue dans nous, Fanon. Le Fanon des damnés de la terre. Est-ce que tu nous dis quelques mots avant qu'on arrive à la dernière partie? Non, mais moi, je suis totalement d'accord. Je pense que notre récit, moi, je pense que notre récit, il est important. Notre point de vue, il est important. Et qu'il est aussi, il n'est pas factuel. C'est-à-dire qu'on est d'abord des humanistes et que chacun d'entre nous a une vision de ce qu'on a envie de produire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un bloc. C'est-à-dire qu'on ne dit pas le noir a fait, c'est un noir a fait. Tu vois, et c'est ça qui est la différence entre quand il y a une sorte alors je veux dire de faits divers, c'est la communauté, l'arabe, le noir a fait. Non, ils n'arrivent pas à nous individualiser. On nous englobe. Et moi, aujourd'hui, non. L'individu a fait. Et c'est pour ça que quand je fais Fanon, c'est mon individu, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti qui propose humblement un projet sur la vie de François Fanon à partir de Blida. Mais il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Et quand je propose en tout cas ce film-là, alors je m'enterre, pardon, je prends les damnés de la terre comme source. C'est vraiment le début jusqu'à la fin de l'écriture des damnés de la terre. Je prends le livre, vraiment, littéralement, pour construire mon film. C'est pour ça que, en termes d'écriture, même la manière dont c'est mis en scène, on voit que c'est écrit à rebours. Oui, c'est le choix psyché. Et C'est les analyses. c'est pas juste le papier, en fait. Mais tu nous emmènes. Moi, je te dirais, en fait, je parlé d'angle mort, dans la mort de Fanon. On est déjà, en fait, dans le Fanon qui a vécu et qui se revoit. Mais c'est drôle, c'est drôle ce que tu dis. C'est très drôle ce que tu dis. Et je dirais, pour sortir de ce point de vue de Lyon que tu donnes, tu as habité, de mon point de vue, de là d'où je viens. On peut considérer qu'il y a des voix, des énergies, des pensées fortes viennent d'avant. C'est totalement ça. Qui se meurent. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Non, mais ça donne des frissons. C'est totalement ça parce que jusqu'à dans l'affiche, j'ai voulu, si je veux regarder cette affiche-là, et tu regardes le regard de Fanon, c'est un regard de mort. C'est-à-dire que pour moi, il nous met une transmission. Tu ne mets pas une transmission quand tu es vivant. Tu fais un leg quand tu pars. Tu lègues à une prochaine génération sa mission. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que le film, dès le début, tu sens qu'il est presque plus là. C'est pas un film qui monte vers le haut, c'est un film qui tout doucement t'emmène vers le bas. Angle mort. Oui. Donc on termine justement avec la mort, sa mort, l'héritage, le panafricanisme. J'ai une question, est-ce que tu te sens solidaire? Est-ce qu'il y a une solidarité entre artistes et penseurs noirs de Caraïbes ou de la diaspora? Alors, pour moi, ça sera peut-être plus facile de répondre parce que je suis d'origine nantillaise et que j'habite aujourd'hui à Abidjan, que j'ai rencontré l'Afrique quand j'avais 20 ans, quand mes copains allaient chercher des Nike à New York. Moi, j'avais mangé le mafé ou la checké à Abidjan. Donc, j'ai toujours par l'éducation, j'ai toujours eu envers l'Afrique une sorte de... Alors, souvent, on va dire, je rigolais parce que c'est vraiment de la caricature de dire ah ouais, mais tu retournes sur tes sources. Je n'ai jamais retourné sur mes sources. J'ai toujours pris l'Afrique pour ce qu'elle était. J'ai jamais fantasmé l'Afrique au point de dire tel, j'ai retenu sur mes racines. J'ai toujours su d'où je venais. Je n'ai jamais été en retour pour découvrir mes ancêtres. J'ai toujours pris les choses avec quelque chose de très vrai, très. Toi, il n'y a pas de dessin comme si j'avais touché par quelque chose par la terre. Non, pour moi, c'est juste la rencontre avec une population, avec une racine, avec quelque chose où moi aussi j'avais la mienne et ça se colle, ça se conforte. Et puis, Rationnel, mais pas idéalisé. Absolument. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de rationalité dans cette démarche-là. C'est quelque chose sur lequel le destin m'emmène. Et si je réponds clairement à votre question, je dirais que forcément, à aujourd'hui,
il y a, et ça c'est Kassav aussi qui l'a fortement incarné, il y a toujours une sorte de tourbillon culturel entre les Caraïbes et l'Afrique, et que la musique antillaise, le zouk en tout cas, est fortement écoutée dans tous les pays africains, et que tous oui, mais je veux dire, tous les rythmes et toute l'essence même de l'Afrique résonnent fortement dans les Caraïbes, résonnent fortement dans les Caraïbes, et que malheureusement, et je dis malheureusement, le clivage que nous avons subi des deux côtés fait qu'à parfois, ben, on s'étonne qu'il y ait autant de proximité entre nous. C'est ça qui est bizarre. C'est que des fois, on dit, moi par exemple, bon, j'ai dit, hein, euh, euh, des fois, malencontreusement, quand je prends par exemple des racines des yams, et je sais, ah ouais, bah, vous faites comme nous aussi on fait ça. Et j'oublie de te dire, mais non, excuse-moi, c'est nous qui faisons comme vous. Tu vois ce que je veux dire? La réalité, elle est là. C'est que des fois, tu oublies que la nature est née de là-bas, et nous, on a pris les graines, on les a plantées là-bas aux Antilles, quoi. Les graines, non, mais les restes de ce qui a été le... Absolument. J'aime bien l'image de graine, et j'entends que c'est comme un reste. Si, en fait, on considère que la graine, c'est le dernier élément d'un ensemble qui va donner l'essence. C'est ça, Mais ce que j'aime beaucoup dans ce qui est dit, c'est que nous, c'est vous, c'est nous, c'est nous. C'est ça. En fait, on est un. Ouais. Et Fanon le transcende à un niveau tel Puissamment. que d'un premier temps, il dit, prends l'exemple martiniquais, de Martiniquais à Lyon, exilé, pour le généraliser à l'ensemble des Antillais, de l'Antillais, mais parler de l'homme noir au travers de ça, que ce soit aux États-Unis, en Afrique. Et c'est pour ça que quand ça résonne fort dans les dingues de la Terre, je trouve que le film ne parle plus de la question noire. Ne parle plus de la question On voit le côté humaniste, en fait. De plus pas... élevé. Ouais, tout à fait. Et ne pas seulement... Qu'est-ce qu'on te souhaite pour avant de partir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, déjà, je pense que j'ai pu bien m'expliquer sur ce projet. Donc, je trouve que ça, c'est fort de pouvoir m'avoir offert, en tout cas, tous les angles morts dans lesquels j'aurais pu m'installer et que j'aurais pas pu débattre. Parce que ça, c'est accompagner un film, c'est vraiment le décortiquer et puis en parler. Et puis, c'est pas un film qui se fait seul, c'est un film qui se fait à côté d'autres films. Je pense que c'est pour ça que, légitimement, on parle aussi des films qui sont à côté. On n'est pas dans une bulle et on ne sait pas ce qui est à côté, donc on parle de tous les films et on me dit, bon, au débat, tout simplement. Donc je remercie là-dessus. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi. On va se retrouver de plus en plus en face de plusieurs choix de films différents. C'est pas une première. Il y en a à peu près 4-5 où il y a des acteurs noirs. Il y a Magma, très beau film, sur la soufrière. Il y a Prosper, film très intéressant. Il y a Zion qui sort aussi. Et puis il y a le 4e film, pas assez fait. Bon, voilà. En tout cas, c'est la première fois, très concrètement, qu'il y a le choix diversifié et de multiples différents, de façons différentes, de réalisateurs différentes, en même temps, sur un seul mois de films avec cette sensibilité-là. Et je pense que c'est historique. Ça sera pas, voilà, la porte elle est ouverte. Je pense que maintenant, chacun de ces réalisateurs-là ont fait leur mission. Je pense que le public est divers et varié. Quand on va faire un film, on peut aller voir le lendemain un Star Wars, après on peut avoir le lendemain. Il n'y a pas de choix élitisme à avoir. C'est un choix multiple qu'il faut reproduire jusqu'à temps que on a cette liberté de produire les films qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant parce que le succès d'un film fait que c'est reconductible. Donc si vous voulez plus de films qui redressent la balance, venez voir Fanon. Tout à fait. Merci. Tu as commencé, je peux que. Je t'en prie. On est dans une époque où il fait bon de vivre, malgré le fait qu'on peut s'interroger sur le sens de tout ce qu'on peut vivre et expérimenter. Ce film-là est dans la tradition d'autres films qui ont fait ressusciter des héros comme Ben Barka. Et on peut penser qu'avec la façon dont l'ordre du monde, anciennement colonisé, se meut fortement aujourd'hui, avec les questions qui peuvent être posées, eh bien, ces œuvres culturelles ont véritablement rentré dans un magma bouillonnant qui devrait mener à une véritable libération d'abord intérieure. Et à ce titre, la plume de Georges Jean-Claude, écrivant Fanon, nous racontant son point de vue des lions, est certainement quelque chose qui va marquer plusieurs générations et qui, je l'espère, fera rêver. C'était les funérailles des Tabous. Un gros tamou autour de la couleur de la peau
de la lutte décoloniale, de qui était Fanon et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut en tirer. Allez voir le film, tout simplement. C'est ça, commentez. Si vous y allez, dites écrivez go. Si vous comptez le faire, allez-y, partagez et vous êtes prêts là. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, passe pas. C'est... t'es juste enregistre un peu, juste un truc là. Parce que là, je le prends. Juste. Non, bon, on a été sans table. Moi, j'ai juste 2 questions à te poser. Parce que dans Tout simplement noir, à un moment, c'est vrai qu'il y a une mise en abîme justement du cinéma noir. Et peut-être que c'est une caricature de cette mise en abîme dont tu mentionnais. Mais à un moment, justement, il y a la critique de ce film que tu as mentionné à demi-mot sur cette famille qui part en vacances au ski. Et donc, tu as 2, justement, réalisateurs, malheureusement, 2 réalisateurs, on va dire, malheureusement ou heureusement, un peu comiques, dans le sens où ils ont produit des comédies. Et moi, je veux savoir, est-ce que, tu aurais accepté de jouer le rôle du contradicteur dans cette fameuse scène? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, le fait que toi, tu participes à ce type de film, change-t-il finalement la portée de ce dernier? Ah oui. Voilà. En fin de compte, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se sente différent de tous les éléments, tous les systèmes. Nous ne sommes pas des martiens. Le noir n'est pas quelqu'un qui vit sur notre planète. Il vit dans un système sociétal, il vit dans un système capitaliste et on représente et on refait les mêmes plans que ceux qui sont en face de nous. L'entre-soi n'appartient pas qu'aux Blancs. L'entre-soi appartient aussi à notre communauté. Et l'entre-soi produit aussi des choses qui n'ont pas forcément, entre guillemets, un regard critique. Quand on est entre soi, on va dans ce qu'on aime. Bien sûr. Donc, je pense que la comédie, c'est un entre-soi. Ils se connaissent, ils s'apprécient, ils sont peut-être en compétition, mais ils produisent un peu les mêmes schémas pour pouvoir, à un moment, exister au même niveau des gens qui critiquent. C'est ce que je dis simplement. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Je ne dis pas qu'ils sont précis dans leur projet. Je pense que c'est simplement un schéma artistique, carriériste, de pouvoir remplacer la personne qui fait obstacle dans leur avancée. Ok, ça marche. Super. En tout cas, je te remercie beaucoup pour la parole libérée que tu as pu... Mais je pense avec beaucoup d'honnêteté que ça nous permet simplement d'être conscient et de dire « Ah ben, il y a encore du travail » pour atteindre vraiment des comédies, des choses qui sont beaucoup plus piquantes et des sujets qui sont moins caricaturales. Pour moi, ce qui est intéressant, parce que je fais dans mon travail, c'est que je ne mets pas une critique sur le genre, je mets une critique sur la façon d'eux. Parce que même les films dramatiques ont aussi une problématique sur lesquelles demain, on en a discuté, mes films sont ce qu'ils sont, mais ils sont critiquables parce qu'on essaie de démarcher pour les améliorer. Mais chez moi, ce qui est intéressant, c'est que la critique est beaucoup plus incisive parce que j'appelle à des personnages sur lesquels ils sont inattaquables. C'est-à-dire que si demain je fais un projet sérieux sur un sujet, ben là on va le décortiquer pour voir si le sujet, je l'ai bien fait. Mais on est peut-être plus tolérant quand on emploie entre guillemets le mot comédie parce que c'est censé détendre. Mais détendre ne veut pas dire aussi avoir aussi une responsabilité artistique et puis factuelle et historique. Il ne faut pas déléter le sujet. Est-ce que c'est parce qu'on se pose la question comment les autres que nous, vont réagir à cet humour qui vont leur servir d'outil pour nous piquer? Mais si, par exemple, un Casse Départ qui fait controverse dans beaucoup de gens de la communauté, mais si on se dit qu'il n'y a que nous qui le regardions, on rigolerait de nous-mêmes. Mais là, comme les autres, comme on sait qu'il n'y a pas que nous qui le regardons, ou comme on prospère ou autre, c'est ce qui nous dérange. Mais s'il n'y avait que nous comme téléspectateurs, on rigole de nous-mêmes aussi. Alors, je dis, ça pourrait marcher si demain, on fait Fanon et on dit que c'est pour les Noirs, que pour les Noirs. Mais quand tu fais Fanon, c'est aussi pour un public universel. Donc, tu veux aussi toucher le public blanc et le conscientiser et l'emmener. Donc, tu as une démarche aussi sémantique. Tu as une démarche pour dire aussi, celui qui ne pense pas comme toi, comment il va regarder ton projet. Et c'est là. Et c'est ça qu'on appelle l'écriture. Oui, c'est ça. Oui, absolument. C'est la démarche sémantique. Comment les images, la analyse en scène. Ouais, et malheureusement, je suis totalement d'accord avec toi parce que je. Comment je vais dire? Parce que. Alors, je ne vais pas employer ce mot-là parce que ce n'est pas le bon mot, mais je pense que tu es beaucoup plus précis que moi. Être sournois dans l'écriture, c'est aussi comprendre la façon dont tu peux toucher des gens dans une autre intention. Donc, la comédie, pour moi, le genre comédie n'a pas encore atteint son apogée. Il y a encore du travail dessus. Il y a encore du travail, et du très beau travail. On n'a pas atteint, mais malheureusement, on fait une comédie, je vais dire, presque de supermarché.
On est dans la comédie de supermarché. Et on met en tête de gondole, c'est ça? Oui, oui. Notre communauté. Ah, bon, je vois. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Catherine 16. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, ici Philippe Fabignon, le producteur des Funérailles des Tabous. Je viens vous proposer une opportunité. J'ai réuni mon réseau d'élite pour vous révéler les 12 lois de l'entrepreneuriat. Mon réseau, je l'ai constitué à partir des 25 années que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec toutes ces personnes qui sont passées sur le plateau des Funérailles des Tabous. Autour d'une table, des entrepreneurs qui ont généré des millions ont partagé leurs clés de réussite, leurs erreurs et leurs stratégies secrètes. De ces échanges sont nées 12 lois essentielles, capables de transformer une idée en un empire. Ces lois vous seront offertes gratuitement, mais dans un ordre non conventionnel. Chaque loi apporte un savoir puissant et un changement immédiat. Une seule peut déjà bouleverser votre vision, mais réunir les 12 amène une transformation radicale, croyez-moi. Alors, est-ce que vous êtes prêt à recevoir la première loi? Cliquez immédiatement dans le lien dans la description et commencez à changer votre destinée. Le but est de réunir les 12 lois. À vous de jouer.